Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du complément. Permettez-moi de faire une petite parenthèse pour rappeler rapidement que le principe des compléments, c'est de revenir dans de précédents exercices que nous avons traités sur la chaîne, exos de colle, petits exos de colle, et puis on va chercher à approfondir des résultats, des connaissances en lien avec ces exercices, voire éventuellement de proposer une nouvelle résolution de ces exercices en se permettant d'aller au-delà du programme de classe préparatoire aux besoins. Donc s'il y a des outils élaborés dont on a besoin qui sortent du programme de classe préparatoire, eh ben, on n'hésitera pas à les utiliser. Aujourd'hui, c'est le numéro 5 du nom, et nous allons revenir sur un résultat assez intéressant qui était la décomposition polaire de n'importe quelle matrice. Donc, dans un premier temps, je vais vous rappeler le résultat important de cette décomposition polaire. On va rediscuter de certains points de ce résultat, discussion qui a déjà en partie été faite lors de l'exo de colle dédié à ce sujet. Et puis, on va se concentrer sur un morphisme lié à cette décomposition polaire et on va démontrer quelques petites propriétés sur ce morphisme. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Alors on est parti. Je propose d'abord de rappeler l'énoncé de la décomposition polaire. Soit M, une matrice inversible à coefficient réel, et sous cette seule condition, on va avoir la chose suivante. Alors il existe un unique couple oméga S tel que on va avoir que oméga est une matrice orthogonale, S est une matrice symétrique définie positive, et enfin, on va pouvoir écrire que M c'est le produit de oméga avec S. Voilà le résultat de la décomposition polaire de n'importe quelle matrice inversible à coefficient réel. Alors je souligne vraiment qu'il y a existence et unicité de ce couple. Donc c'est quand même très très fort et c'est ce qui explique pourquoi on parle de la décomposition polaire et non d'une décomposition polaire. Alors cet exercice, c'est quelque chose que nous avons déjà traité sur la chaîne, c'est l'exo de colle numéro 81. Vous pouvez retrouver la référence en description de la vidéo et donc si vous voulez y jeter un coup d'œil, si vous ne l'avez jamais vu ce résultat là, ou si vous voulez revoir également une preuve qui est tout à fait atteignable en niveau de classe préparatoire, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. De toute façon, ça sera assez utile pour l'étude du morphisme qui va s'en suivre derrière. Alors on va rediscuter de certains points, d'ailleurs discussions qui ont déjà été faites lors de l'exo de colle numéro 81. La première discussion que j'aimerais amener, c'est d'abord, si je remplace une matrice inversible, au lieu de prendre une matrice inversible, je prends une matrice tout court, à coefficient réel, que se passe-t-il? Eh bien, on va toujours avoir un couple oméga S, oméga matrice orthogonale, S, une matrice cette fois-ci symétrique positive, et non plus définie positive, à coefficient réel. On va encore avoir la possibilité d'écrire M comme produit de matrice orthogonale avec matrice symétrique positive, cette fois-ci réelle. Mais malheureusement, on va perdre l'unicité. Et donc, ça fait partie des discussions que nous avons déjà faites à travers l'exo de colle numéro 81. Un autre point aussi important, c'est si je remplace R par les nombres complexes, que se passe-t-il? Eh bien, cette fois-ci, je vais avoir affaire avec des matrices dites unitaires. Donc, en effet, si je travaille avec les nombres complexes, je vais avoir une décomposition qui va être donnée par U, une matrice qui est dite unitaire. Dire qu'une matrice est unitaire, ça veut dire que si je m'amuse à faire U fois la transconjuguée de U. Alors qu'est-ce que c'est que la transconjuguée de U? Ça veut dire que je conjugue tous les coefficients de la matrice, et puis ensuite je fais la transposée de la matrice que j'ai obtenue. Donc c'est ça faire la transconjuguée. Si je fais ce produit, je vais obtenir l'identité. Okay, donc au lieu de dire que la transposée de la matrice, c'est l'inverse de la matrice que j'ai sous la main, cette fois-ci je demande à ce que la transconjuguée, c'est l'inverse de la matrice que j'ai sous la main, pour avoir une matrice unitaire. Donc on va remplacer la matrice unitaire, la matrice orthogonale par une matrice unitaire. Et puis on va également remplacer une matrice symétrique par une matrice hermitienne. Donc ici définie positive. Donc une matrice hermitienne, elle, c'est une matrice qui est stable par transconjugaison. C'est-à-dire que H, c'est égal à la transposée de la conjugaison de H. Donc c'est ça que je demande. Et puis après, le fait d'être défini positif, c'est un peu lié à la question des produits scalaires. Donc ici, on doit regarder un produit scalaire. Donc on doit s'assurer que la matrice S va nous permettre de définir un certain produit scalaire. Pour les matrices hermitiennes, définies positives, alors matrice hermitienne, ça peut amener déjà une question de produit hermitien. Mais en fait, le fait de demander que ce soit défini positif, ça, en effet, définit bien une matrice, un produit hermitien qui va être donc défini positif à partir de ma matrice H.
Donc c'est ça qui fait qu'on va avoir défini positive. Il y a des questions bien sûr de valeur propre, hein, ça se traduit en des questions de valeur propre, que je ne vais pas rappeler ici. Mais voilà, donc l'idée c'est que si je remplace maintenant R par C, alors n'importe quelle matrice inversible à coefficient C peut s'écrire de manière unique, comme le produit U fois H, avec U matrice unitaire et H matrice hermitienne définie positive. Et on peut également aller un peu plus loin en mettant une matrice tout court à coefficient complexe, et dans ce cas-là, on remplace hermitienne définie positive par hermitienne juste positive, et on va encore une fois avoir une décomposition, mais on va une nouvelle fois perdre l'unicité. Donc voilà, déjà ça c'est quelques discussions qui sont assez importantes à avoir, déjà un petit peu en tête comme connaissance pour la décomposition polaire. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour conclure, chose qu'on avait aussi dit ici, pour conclure en tout cas sur toute cette discussion-là, pourquoi on parle de décomposition polaire? C'est parce que si on se place dans le cadre où n égale 1, surtout quand on parle de cette décomposition polaire ici, alors si je prends n égale 1, on va se retrouver avec le résultat connu que z s'écrit comme exponentielle iθ fois r positive ou nulle d'ailleurs, et puis θ, ici bien sûr un réel, mais ceci correspond en fait finalement à un élément qui va être dans U1 de C, puisqu'en effet la conjuguée le conjugué, bon ici la transposition n'a pas vraiment d'utilité, mais le conjugué de l'exponentielle iθ c'est bien l'inverse de exponentielle iθ, et puis le R ici ça va être bien sûr le rôle que va jouer la matrice hermitienne définie positive. Donc bon là on retrouve en fait la décomposition polaire de n'importe quel nombre complexe, et donc c'est pour cela que le résultat qu'on écrit ici se nomme la décomposition polaire de n'importe quelle matrice. Bien voilà, donc ça c'est le rappel important de décomposition polaire. Je pense que ça c'est utile. Et puis on va se concentrer sur un morphisme lié à cette décomposition polaire. Hop, ça va être l'enjeu d'aujourd'hui. Je vous propose de regarder le morphisme suivant, on va l'appeler phi. On va partir des matrices orthogonales à coefficients réels, croix les matrices symétriques définies positives. On va aller vers les matrices inversibles. Et donc à un couple oméga S, on va y associer le produit oméga S. Donc c'est-à-dire qu'on veut étudier en fait le morphisme qui lie une matrice avec sa décomposition polaire, une matrice inversible avec sa décomposition polaire. Et aujourd'hui on va démontrer deux choses concernant ce morphisme. Des choses que j'ai d'ailleurs mentionnées lors de l'exocode numéro 80, mais on n'a pas fait de preuve parce que d'une part manque de temps et d'autre part on allait sortir du programme. Donc on a deux choses qu'on va démontrer. On va tout d'abord démontrer que le morphisme phi est en fait un homéomorphisme. Alors là, la question de montrer que phi est un homéomorphisme, c'est tout à fait atteignable en niveau classe préparatoire. Donc je me permets de le mentionner. Un élève de classe préparatoire, donc plutôt de deuxième année de classe préparatoire, pourrait suivre la résolution, ou en tout cas le fait de montrer que phi est un homéomorphisme. Bien sûr, le mot homéomorphisme n'est pas tout à fait au programme de classe préparatoire, mais si on vous explique ce que c'est un homéomorphisme, et bien juste avec cette définition, on peut s'en sortir et démontrer que phi est bien un homéomorphisme, juste en utilisant des outils de classe préparatoire. Et puis dans un deuxième temps, on va démontrer quelque chose de plus fort. On va montrer en fait que phi c'est un C infini d'iphéomorphisme. Voilà, par contre, on va sortir du cadre de la classe préparatoire, car là, on va devoir utiliser un résultat assez fort qui s'appelle le théorème d'inversion globale. On va devoir utiliser ce résultat pour pouvoir démontrer le résultat de C infini d'iphéomorphisme. Au passage, on va aussi avoir besoin d'un autre résultat que nous avons traité lors d'un autre exocode. D'ailleurs, c'était l'exocode qui précède l'exocode 81, c'est-à-dire l'exocode 50. 50, qu'est-ce que je raconte 80, je veux dire. Donc c'est l'exocode numéro 80. Et pour cet exocode numéro 80, on avait étudié la question d'existence et d'unicité de la racine carrée, voire même d'une racine km d'une matrice symétrique définie positive. Et bien là, il se trouve que là, on va en avoir besoin, puisqu'en effet, il va falloir se souvenir, et c'est là le point important, il va falloir se souvenir de comment on pourrait inverser le morphisme phi. Pour la question d'homéomorphisme, ça va encore, mais pour la question de C infini d'iphéomorphisme, on a vraiment besoin d'expliciter à quoi va ressembler la fonction inverse. Bien, alors maintenant que ceci est dit, on va se lancer. Si vous voulez vous amuser à y réfléchir avant que je donne des résolutions, n'hésitez pas à faire des pauses. Pour ma part, ici, comme ce n'est pas un exo de colle, je ne vais pas faire de pause, je vais directement me lancer dans les résolutions. Donc, dans un premier temps, on va démontrer que phi est un homéomorphisme.
Alors rappelons ce que ça veut dire avoir un homéomorphisme. Ça veut dire qu'il va falloir démontrer deux choses. Il va falloir montrer que phi est bijective, enfin même trois choses. Bijective, continue, et de plus, il faut montrer que la réciproque est également continue. Alors ici, on va avoir un peu de chance, on peut s'en sortir sans expliciter à quoi ressemble phi moins 1. On pourrait, si on le souhaitait, expliciter, mais là on n'en a pas besoin. On n'en aura pas besoin, je vais vous expliquer très vite pourquoi. En tout cas, vous allez vous rendre compte dans la résolution de pourquoi on n'a pas besoin d'expliciter phi moins 1. Voilà, donc ça c'est la définition de l'homéomorphisme, et on va juste se servir de la définition pour démontrer que cette fonction, c'est bien un homéomorphisme. On pourrait éventuellement utiliser des outils un petit peu plus élaborés pour montrer que c'est un homéomorphisme, des résultats justement qui permettent d'éviter de devoir regarder phi moins 1, mais ici je ne vais pas le faire, je vais juste me contenter de suivre la définition et d'utiliser, comme je l'ai dit, des outils de classe préparatoire pour conclure. Bien, alors bon, il y a des choses qui sont plus ou moins déjà évidentes ou connues. Donc, dans un premier temps, phi est bijective, ça c'est OK. Ça vient directement du résultat de la décomposition polaire que j'ai cité plus tôt. Donc, c'est le fait de dire que, en effet, n'importe quelle matrice peut s'écrire de manière unique comme un produit, donc matrice inversible bien sûr, peut s'écrire de manière unique comme produit d'une matrice orthogonale avec une matrice symétrique définie positive. Donc ça, tout va bien. Donc bijective, OK. Continuité de phi, ça aussi, ça va. Ça vient tout simplement de la continuité du produit matriciel. Parce que le produit matriciel, le fait de faire un produit matriciel, c'est linéaire à gauche, linéaire à droite, si vous voulez. Donc automatiquement, on a la continuité qui découle très vite. Donc ça va, on a la continuité de phi. Maintenant, la grosse difficulté, c'est la continuité de phi moins 1. Très bien, alors essayons d'étudier la continuité de phi moins 1. Pour cela, on va prendre une suite de matrices, on va utiliser la continuité qui peut se caractériser de manière séquentielle. On va prendre une suite de matrices qui convergent vers une matrice bien donnée, toute inversible. Et puis, on va regarder la suite de décomposition polaire. Et puis, on va essayer de démontrer que cette suite de décomposition polaire va converger vers la décomposition polaire de la matrice qui est la limite de la suite de matrices. Alors dit comme ça, c'est peut-être pas hyper clair, j'ai essayé d'être le plus clair possible pourtant, mais je vais écrire maintenant un peu plus précisément ce que j'entends par là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre AK, une suite de matrices dans GLM de R, telle que je veux que les AK convergent vers une matrice A qui elle aussi est inversible. Très bien. Pour chacun des AK, je vais considérer la décomposition polaire. Donc, considérons oméga k, sk, la décomposition polaire de AK. Et puis on va noter oméga s, la décomposition polaire de A. Maintenant, le but du jeu, c'est de montrer que la suite des oméga s tend vers le oméga s directement. Donc les oméga k, oméga... Donc on veut montrer que la suite des oméga k, sk converge vers en fait, oméga s. Voilà le but du jeu maintenant. Donc montrons que oméga k, sk tend vers oméga s. Alors comment on va s'y prendre? Alors là, a priori, rien ne dit que les oméga k, sk convergent vers quelque chose déjà. C'est une question qui se pose. On ne sait déjà pour l'instant pas si la suite converge vers quelque chose. Eh bien, pour répondre tout de suite à cette question, on peut utiliser la compacité de ON de R. Ça fait partie des résultats super importants. ON de R, c'est un ensemble fermé, borné dans Mn de R. Et comme on travaille dans un espace de dimension finie,
réflexe, on dit que c'est un compact. Okay, et donc comme c'est un compact, ça veut dire que d'une suite d'éléments qui se trouvent dans On de R, on peut toujours extraire une sous-suite qui converge. Très bien, ben partons de ça. Ok, donc oméga k étant dans On de R avec On de R qui est compact, alors on va pouvoir dire qu'il existe une fonction extractrice c'est-à-dire c'est une fonction qui va de n vers n strictement croissante, telle que eh bien, je vais avoir oméga phi k qui converge vers un certain oméga prime. Très bien. Maintenant que j'ai cette suite, bah, je vais pouvoir aussi montrer que les sk, ou en tout cas les s phi k, convergent également. Donc ainsi, on sait que oméga phi k fois s phi k, c'est censé être égal à a phi k. Si je change un tout petit peu l'écriture, j'ai s phi k, pardon, qui peut s'écrire comme a phi 1, mettons-le dans le bon sens, oméga phi k transposé, ou moins 1, peu importe, fois a phi k. Et donc, bah, quand k tend vers l'infini, ça tend vers oméga prime moins 1 fois a moins 1. Fois a, tout court, pardon. Et ça va être le rôle de la matrice S, que j'appelais S' pour l'instant, puisque je ne sais pas si ce S' c'est bien égal à S. Ok, super. Alors, il y a des choses qu'on peut constater tout de suite concernant S'. Comme les S phi k sont dans Sn++, ils sont en particulier dans Sn+, et donc bah, ça veut dire que comme Sn+, est un ensemble fermé, quand j'ai une suite d'éléments qui se trouvent dans un fermé qui convergent vers un autre élément, cette limite se trouve être également dans ce fermé. J'écris. Or, S phi k, eh bien c'est dans Sn++ de R, mais Sn++ c'est inclus notamment dans Sn+. Et cet ensemble-là est un ensemble fermé. Ok ? Donc bon, ça c'est pas très difficile, vous devez vérifier que ce truc-là est fermé. On demande à ce que les valeurs propres de Sn de notre matrice soient à coefficient, que les valeurs propres de cette matrice soient toutes positives ou nulles. Et puis on demande également à ce que la matrice soit symétrique. Donc le fait d'être symétrique, bah, ça c'est une condition fermée. Et le fait de demander à ce que les valeurs propres soient supérieures ou égales à 0, ça aussi c'est une condition fermée. Ça c'est une façon rapide de dire que c'est un fermé. On aurait pu le démontrer autrement en utilisant des propriétés liées à des questions de produits scalaires. Voilà. Donc, bien sûr, ça ne définirait pas tout à fait des produits scalaires, mais il y a une façon de définir, de vérifier qu'on a un ensemble fermé en disant que bah, c'est des matrices qui vérifient certaines conditions avec des vecteurs dans Rn. Donc voilà, donc vous pouvez aussi s'entendre comme ça. De toute façon, voilà, cet ensemble-là est un ensemble fermé, ce qui signifie alors que S' est également dans Sn+. Or, bah, oméga prime, c'est dans On de R. La matrice A est inversible. Donc, oméga prime et A étant des matrices notamment inversibles, puisque quand on est une matrice orthogonale, on est aussi inversible, bah, ça implique que la matrice S' doit aussi être inversible. Bon, bah voilà, alors j'avais donc une matrice qui normalement est positive à coefficient réel, symétrique positive à coefficient réel, mais qui plus est inversible. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les valeurs propres? Ça veut dire que 0 ne peut pas être une valeur propre. Et donc ça veut dire que toutes les valeurs propres de S' sont strictement positives. Par conséquent, S' est une matrice définie positive. Très bien, super. Ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire qu'en fait on a une décomposition polaire de A. Une décomposition polaire de A qui s'écrirait a priori différemment que oméga S. Ainsi,
oméga prime S prime est une décomposition polaire de A. Or, eh bien, nous avons vu aussi, lorsque j'ai rappelé l'énoncé principal de la décomposition polaire, que nous avons normalement unicité de la décomposition polaire quand on a une matrice inversible. Donc ça veut dire alors que, par unicité, on a que oméga S, c'est égal finalement à oméga prime S prime. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on vient de démontrer alors? Ben, on vient de démontrer que en effet oméga prime, enfin en fait que les oméga phi k, ben, ça tend vers oméga tout court. Et puis que les, pareil pour les S phi k, ça va tendre vers S. Le truc super important, c'est qu'on a démontré finalement que la suite des oméga k n'admet qu'une seule valeur d'adhérence. N'admet qu'une seule valeur d'adhérence. Or, la suite de oméga k étant dans ON de R, c'est une suite bornée. Donc si vous avez une suite bornée qui n'admet qu'une seule valeur d'adhérence, ça fait partie des propriétés assez importantes à connaître en deuxième année de classe préparatoire, ça implique que finalement la suite converge, et elle converge vers cette seule valeur d'adhérence. Vers cette seule valeur d'adhérence. Et donc ceci permet de conclure que les oméga k finalement tendent vers oméga. Et par conséquent, puisque on a vu que les SK peuvent s'écrire en fonction de oméga k et de AK, et que chacun des deux, oméga k et AK convergent chacune vers l'un vers oméga, l'autre vers A, alors on conclut finalement que les SK vont tendre également vers S. Et c'est donc gagné, on vient de démontrer que le couple oméga k SK, la suite de couple oméga k SK, tend vers oméga S. Ce qui permet de conclure que phi-1 est bien continu. Et c'est donc terminé. On vient de démontrer que phi est bien un homéomorphisme. Ok, donc vous n'avez pas menti, on n'a vraiment pas besoin de connaître une expression explicite de la fonction inverse, la fonction réciproque de la fonction phi. On a juste eu besoin de vérifier que si j'avais une suite de matrices inversibles qui convergent vers une matrice inversible donnée, eh bien, il en va de même pour la décomposition polaire. La suite des décompositions polaires va converger vers la décomposition polaire de la limite. C'était ça le truc le plus important à vérifier pour avoir une continuité de la réciproque. Et donc, c'est ce qu'on vient de vérifier avec quelques propriétés que vous avez pu constater être vraiment d'un niveau classe préparatoire en utilisant le fait que ON de R est un compact. Donc ça, c'était un point important pour pouvoir extraire une sous-suite via Bolzano-Weierstrass, si vous voulez. Et puis, une fois qu'on a ça, bien sûr, on utilise, on vérifie que finalement la limite, la valeur d'adhérence obtenue, c'est finalement oméga, et il n'y a donc finalement qu'une seule valeur d'adhérence pour la suite. Et donc il y a une autre propriété là assez remarquable, c'est que si j'ai une suite bornée qui n'admet qu'une seule valeur d'adhérence, alors finalement cette suite converge vers cette seule valeur d'adhérence. Donc ça, c'est aussi un joli résultat qui peut se démontrer assez gentiment si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Très bien, donc ça c'était la partie, on va dire, classe préparatoire. Maintenant on va se lancer vers une partie un petit peu plus compliquée, qui est le fait de vérifier qu'un morphisme est un C-infini difféomorphisme. Pour cela, on va avoir besoin d'un résultat qui s'appelle le théorème d'inversion globale. On va
va chercher à montrer que phi est un C infini difféomorphisme. Alors pour montrer, juste pour le dire tout de suite, dire qu'une application est un C infini difféomorphisme, ça veut dire que d'une part phi est bijective, d'autre part phi est C infini, et phi moins 1 est également C infini. C'est ça, avoir un C infini difféomorphisme. Il faut que phi soit bijective, C infini, et de même pour phi moins 1. Ok. Et puis là, on a un résultat assez intéressant, donc le théorème d'inversion globale que je vais rappeler et qui va m'être assez utile pour la suite. Alors le théorème d'inversion globale, il dit quoi? On a une fonction qui va de E vers F avec E et F des espaces de Banach. Ça veut dire que ça doit être des espaces vectoriels normés qui doivent être complets. Okay. Donc là j'ai mis la même norme, même si normalement c'est censé être des normes distinctes. Hein. C'est pas obligé que ce soit les mêmes normes. Donc on a une application qui est définie entre deux espaces de Banach. On a aussi un ouvert dans E, donc soit U inclus dans E ouvert. Et le théorème d'inversion globale dit, sous les conditions que je vais maintenant mentionner, si je suppose que F est CP, CP sur U ou sur E. Donc elle doit être déjà de classe CP. Si F est injective, vue comme fonction qui va de U vers F. Donc, F tilde, c'est l'induit, si vous voulez, de F sur U. Okay, donc on va de U vers F. Si F tilde est injective, et si de plus, F est différenciable, avec, donc, en particulier, df tilde, qui est encore une fois l'induit, calculé en x, voire même juste, je peux juste dire df, ça peut être suffisant. Donc je regarde le différentiel de f en x, et je demande à ce que ce truc-là soit inversible. Pour tout x dans U. Donc si j'ai ces trois conditions, la fonction est une fonction CP sur l'ouvert, au minimum sur l'ouvert, sinon sur E, éventuellement on peut avoir un peu plus, que la fonction induite sur l'ouvert est injective, que la fonction f est différenciable et que sa différentielle est inversible pour n'importe quel x dans U. Si j'ai ces conditions, alors on va pouvoir affirmer la chose suivante, donc alors, les choses suivantes. Premièrement, f de U est un ouvert. Donc l'image de l'ouvert U est un ouvert. Et de plus, l'application, on va l'appeler, parce que là je l'ai appelé f tilde lui, là, donc il va falloir qu'il donne un autre nom, f bar, l'application f bar qui peut se voir comme application qui va de U vers f de U, eh bien ça, c'est bijectif. Et on va pouvoir affirmer que la réciproque de ce f bar est CP. Autrement dit, ce f bar est un CP difféomorphisme, si vous préférez. Et donc, si vous remplacez P par infini, la propriété reste encore valide. Okay, hein, puisque bon, là, les propriétés que je viens de noter, c'est pour n'importe quel P positif, strictement positif. Eh bien, difféomorphisme, on pourrait, si on veut, c'est infini difféomorphisme, rien n'empêche de remplacer P par infini. Donc voilà, c'est ça le théorème global. Et grâce à ce théorème global, on va réussir à conclure que notre fonction phi est un C infini difféomorphisme. Alors maintenant, la question c'est comment? La réponse c'est, il va falloir se souvenir de comment on construit la fonction réciproque.
Je pense que ça va être assez utile. Et cette construction de fonction réciproque va utiliser une autre fonction qu'on a aussi déjà abordée. Et cette autre fonction, il va falloir montrer que c'est un C infini difféomorphisme. Alors là, je vais le faire dans le sens un petit peu inverse de ce qu'on devrait faire habituellement. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais expliciter la fonction réciproque de la fonction phi. Puis une fois que je l'aurai explicité, on va avoir tout de suite les applications qui vont avoir un intérêt pour lesquelles il va falloir regarder si on a affaire à un C infini difféomorphisme. Donc si j'explicite un petit peu phi-1, donc phi-1, je vais partir de GLN de R et je dois me retrouver dans le produit ON de R fois Sn de R. J'ai ma matrice M, disons, et je dois lui associer un couple de matrices. Et ce couple de matrices, bah là, il faut se souvenir de la preuve. Donc c'est pour ça que ça avait un réel intérêt d'aller jeter un coup d'œil à l'exode-colle numéro 81 avant. Si vous vous souvenez de la preuve, pour construire la matrice symétrique définie positive, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est qu'on a pris la racine carrée de M fois la transposée de M. C'est exactement comme ça qu'on avait fait les choses. Donc on avait considéré transposée de M fois M. Donc, je vais peut-être mettre un T. Et on a considéré la racine carrée. Donc, je vais l'écrire comme ceci. Et puis une fois qu'on avait cette chose, on a défini la matrice orthogonale comme étant, comme on veut que M soit égal à oméga S, ça veut dire que oméga doit être égal à M fois S moins 1. Autrement dit, on va avoir ici M fois la racine carrée de transposée de M fois M, le tout inversé. Hop. Et voilà ce qui semblerait donc être l'application réciproque. Hop. Donc en espérant avoir été clair sur comment on l'écrit, alors la fonction SQ c'est la fonction carrée, donc c'est la fonction inverse de la fonction racine, enfin de la fonction racine carrée, parce que ici je disais qu'on prend une racine carrée. Donc ici je vais devoir regarder l'application SQ qui va de Sn++ de R vers Sn++ de R, qui a une matrice associée son carré. Et donc, si je veux montrer que cette application-là est bien un C infini difféomorphisme, je vais avoir besoin d'une part de montrer que cette fonction SQ, c'est bien un C infini difféomorphisme, et je vais avoir besoin de montrer aussi que la fonction inverse, le fait d'inverser une matrice, dans GLN de R vers GLN de R, il faut que je montre ça aussi, c'est un C1 difféomorphisme. Donc j'ai deux choses, deux applications à regarder. Ça, qui est une matrice M associe M-1. J'ai donc ces deux choses à étudier et à regarder si ce sont bien des C1, C infini difféomorphismes. On va commencer par regarder le carré. Et ça, c'est là où on a un petit lien avec l'exode-colle numéro 80, que j'ai mentionné un peu plus tôt. Voilà. Donc, montrons que SQ est un C infini difféo. Bon, alors cette fonction SQ, on pourrait très bien la voir plutôt comme une application qui va de Mn de R vers Mn de R, par exemple, ou qui va de Sn de R vers Sn de R, ou Sn plus de R vers Sn plus de R, peu importe, on a affaire à un fermé dans un espace de Banach, ça donne encore un espace de Banach, pas trop de problème. Donc, je vais essentiellement regarder, puis en plus on est en dimension finie, donc les choses se passent vraiment bien. Donc, on va regarder ce qu'il en est de notre application SQ comme une application, si vous voulez, on va mettre un tilde, comme une application qui va de Sn de R vers Sn de R, et qui va donc de S vers S carré. On va le regarder de cette manière-là pour pouvoir calculer en fait la différentielle et vérifier certaines choses concernant la différentielle. J'aurais pu rester sur Sn++, c'est pas un problème. Donc l'exode-colle numéro 80, juste pour le mentionner tout de suite, permet de dire, puisque dans cet exode-colle, on montrait que n'importe quelle matrice symétrique définie positive admet une unique racine km. Là en particulier, n'importe quelle matrice symétrique définie positive admet une unique racine carrée. Donc ça veut dire que SQ
et bijective. Donc ça, c'est plutôt cool. Première chose. Deuxième chose, on a également le fait qu'on a une application qui normalement est C infini. Hein. On met juste au carré une matrice. Si vous voulez, une façon d'expliquer que c'est C infini, c'est de constater que les coefficients de la matrice S carré sont des polynômes en fonction des coefficients de S. Donc, étant donné qu'on a ça, on peut conclure rapidement que SQ est C infini. Donc, même SQ tilde, on peut dire qu'il est C infini. Très bien, ça c'est cool. Alors maintenant, il va falloir regarder ce qu'il en est pour la différentielle. Donc on a la bijectivité sur l'ouvert, on a la question qu'on a C infini, et il reste un dernier truc à constater, c'est la différentielle. Il va falloir regarder maintenant la différentielle. Donc, pour la différentielle de SQ, calculée en une matrice X, comment ça se passe? Alors je me permets de rappeler comment on calcule une différentielle. Pour calculer une différentielle, ce qu'il faut, c'est calculer SQ de X plus H, parce que normalement je dois la calculer aussi en H, ce truc, moins SQ de X, je dois calculer ce truc, et ce que je dois conserver, c'est la partie linéaire de cette expression, linéaire en H. Donc, si je calcule un petit peu ce truc, je me retrouve avec X plus H au carré moins X carré, ce qui me fait X carré plus XH plus HX plus H carré. Attention, les matrices n'ont aucune raison de commuter. Donc XH n'est pas forcément égal à HX. D'accord? Donc j'ai ça, très bien, moins X carré. Et donc je vais avoir XH plus HX plus H carré. Et donc la partie linéaire de ce que je viens d'écrire, c'est ça. Je pense que c'est assez simple de voir que cette partie-là est bien la partie linéaire en H dans cette expression. Et donc c'est ça qui va former la différentielle de X en H. Donc ceci me donne XH plus HX. Maintenant, le but du jeu, c'est de montrer que la différentielle SQX, eh bien ce truc-là, c'est une fonction qui doit être inversible sur Sn++. Inversible sur Sn++. Si on réussit à démontrer ça, alors on aura terminé, puisqu'on va pouvoir utiliser le théorème d'inversion globale qui va nous permettre d'affirmer que la fonction SQ est bien une fonction C infini qui va être un C infini difféomorphisme. Donc ça va être la conséquence du théorème d'inversion globale. Et donc c'est pour ça qu'on n'a plus qu'à vérifier ce truc-là. Pour vérifier que ce truc-là est inversible, comme on travaille avec une application linéaire qui se joue sur des espaces de dimension finie, il est suffisant de vérifier que cette application est injective. Donc montrons que DSQX est injective. Et pour cela, on va regarder le noyau. Ok? Donc je prends H. Donc je prends H, un élément du noyau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a XH qui doit être égal à moins HX. Et là, rien de très... rien d'énorme, j'ai envie de dire. Ok? Bon. Et puis maintenant que j'ai fait ce truc, ce que je vais regarder, c'est qu'est-ce qui se passe par rapport à X. Je vais utiliser le fait que X est diagonalisable. Ça va avoir un réel intérêt pour la suite. Qu'est-ce que j'efface maintenant? Ça, c'est la grande question. Je vais effacer ce que j'ai ici. Ok, alors on sait que X, c'est une matrice symétrique définie positive. Ce que j'ai oublié, oui, voilà, sur... ce que j'entends ici inversible sur, c'est pour X, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Donc on sait que X est dans Sn ++ de R, et par le théorème spectral, ça veut dire que X est diagonalisable. Ça aussi, ça fait partie des réflexes importants à avoir, notamment en classe prépa. Donc X est diagonalisable. Ok, alors maintenant, qu'en est-il
si je m'amuse à regarder U, un vecteur propre, donc je vais prendre une valeur propre, hein, soit lambda vecteur propre, enfin valeur propre de x, hein, donc un élément du spectre. Ici le spectre et les valeurs propres encore une fois coïncident parce qu'on est en dimension finie. Et U, un élément de l'espace propre. Donc un élément de l'espace propre pour x. Donc un élément de Rn. Que se passe-t-il si je m'amuse à regarder XHU? Bon, bah, si je m'amuse à regarder XHU, je vais avoir, grâce à la relation que j'ai ici, due au fait que H est dans le noyau de DSQ de X, je vais pouvoir écrire qu'on a moins HXU. Mais XU, comme U est un vecteur propre pour la valeur propre lambda, on va avoir moins lambda HU. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Bah, ça veut dire que HU est un vecteur propre pour la valeur propre moins lambda de X. HU, ça doit être dans l'espace propre pour la valeur propre moins lambda de X. Problème. X étant une valeur propre, enfin, pardon, lambda étant une valeur propre de X. Comme X est défini positive, ça veut dire que lambda doit être strictement positif. Ici, je vais mettre que lambda est strictement positif. Et par conséquent, moins lambda est strictement négatif. Ici, j'ai donc un vecteur qui doit être un vecteur propre pour la valeur propre, moins lambda, qui ici est strictement négatif. Ben ça, c'est pas possible, sauf si HU égale 0. Alors, moins lambda est négatif, ce qui implique, je vais faire ça un peu, encore une fois, n'hésitez pas à faire demi-tour sur la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas trop comprises, ou vous avez besoin de réentendre des explications, hein, vraiment, n'hésitez pas. Donc ça marche, et donc on va avoir alors que HU est égal à 0. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que je viens de démontrer en fait? Je viens de démontrer que pour n'importe quel vecteur U, dans un espace propre associé à une valeur propre lambda, j'ai que HU doit être nul. Or, je sais que X est diagonalisable. Comme c'est diagonalisable, ça veut dire que je peux écrire l'espace Rn comme une somme directe sur les éléments du spectre des espaces propres. Et donc ça veut dire que n'importe quel élément, je ne sais pas, on va l'appeler V, peut s'écrire comme une somme de U lambda. Et donc, si j'écrivais comme somme de U lambda, lambda dans le spectre, si je calcule du coup HV, ben ça c'est égal par juste distributivité à la somme des lambda dans le spectre. Et par conséquent, on vient de démontrer que si U est dans le spectre, HU vaut 0, donc HU lambda vaut 0. Donc finalement, on a une somme de 0. Donc ça fait 0. Qu'est-ce qu'on vient alors de démontrer? On vient de démontrer que HV est toujours nul, peu importe le vecteur V qu'on prend. Alors, quelles sont les matrices qui vérifient ce genre de propriété? La seule qui vérifie cette propriété, c'est H égale 0. On a démontré que pour tout V dans Rn, HV est égal à 0. Bon, ça veut dire que H égale 0. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que si j'ai quelqu'un dans le noyau de DSQ de X, alors ce quelqu'un est nul. Donc on vient de montrer que DSQ de X est bien injective. Et donc finalement bijective pour n'importe quel X dans Sn++ de R. C'est gagné, on peut donc appliquer le théorème d'inversion globale et conclure que la fonction SQ est bien un C infini difféomorphisme. Donc on conclut par le théorème d'inversion globale, que je vais juste écrire TIG,
que SQ est un C infini difféomorphisme. Yes, donc ça c'est bon. Et c'est là où on voit la force du théorème d'inversion globale quand même. Hein. C'est vraiment un outil très utile. On n'a pas eu besoin de s'amuser à faire des calculs de différentiels très compliqués et certainement très lourdes. On a juste eu besoin de calculer la différentielle de SQ. Et grâce à cette différentielle et en l'étudiant un petit peu plus profondément, on est capable de conclure. Donc je pense que c'est quand même un assez joli résultat. Hein, et c'est là où on voit aussi toute sa force. Bien, on vient donc de démontrer que ce truc-là, c'est bien un C infini difféomorphisme. Reste à montrer aussi que l'application inverse pour les matrices, hein, qui vont donc des matrices inversibles vers les matrices inversibles, c'est aussi un C infini difféomorphisme. Comment on peut démontrer ce truc? Alors, je ne sais pas si je vais m'amuser, je pense que je ne vais pas m'amuser à faire tous les détails sur celui-là, mais je vais au moins expliquer certains points importants qui permettent d'expliquer pourquoi on a un C infini difféomorphisme. Qu'en est-il maintenant pour 1? Alors l'idée en fait c'est de constater que la matrice inverse peut s'écrire en fonction de la comatrice. C'est-à-dire que je peux écrire la chose suivante. Transposer de la comatrice sur le déterminant de la matrice. Maintenant si je regarde de plus près les différentes applications qui se cachent, je peux noter que la fonction qui a m associe transposée de la comatrice, là c'est une fonction C infini. D'accord? Pourquoi? Parce que quand je prends la comatrice, je rappelle que cette comatrice se calcule à l'aide de différents déterminants, donc des mineurs, c'est ça qu'on appelle. En fait, on prend la matrice, et pour le coefficient IJ, on enlève la IM ligne, la JM colonne, et on calcule le déterminant de la matrice qu'on a obtenue, puis on multiplie par un plus ou moins 1 suivant la position dans laquelle on se trouve dans la matrice. Donc en ayant ça en tête, ça veut dire que les coefficients de la comatrice sont en fait polynomiaux, sont polynomiaux en fonction des coefficients de m. Donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, on a la transposition. La transposition, c'est une application qui est linéaire. Donc pas de problème, par composition, on a bien une fonction qui est C infini. Ensuite, on a également la fonction qui a m associe le déterminant de m, qui est également C infini. Si on se souvient de l'expression explicite du déterminant d'une matrice, puisque j'aurais pu le dire avant pour la comatrice, mais si on se souvient de la formule, qui s'écrit comme somme selon les permutations, avec des produits de coefficients mis dans un certain ordre, eh bien à la fin on se retrouve avec un résultat qui va être polynomial en fonction des coefficients de m. Donc on a ces deux fonctions qui sont C infini, et ici on est en train de les quotienter l'un par rapport à l'autre, sachant que le déterminant ne s'annule pas sur les matrices inversibles. Donc en ayant ça en tête, on peut conclure alors que l'application qui a m associe m-1 pour le cas où on se restreint à des matrices qui sont inversibles, ça nous donne une fonction qui va être C infini. Donc ça, super. Ensuite, on a bien entendu le fait que l'application est bijective. Et si on veut faire la même chose que ce qu'on a fait pour le côté du carré, donc pour l'application SQ, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'appliquer le théorème d'inversion globale, et pour cela, il va falloir calculer la différentielle de la fonction inverse. Alors ici, comme je n'ai pas envie de m'attarder sur trop de détails, je vais directement vous spoiler et vous dire quelle est la différentielle d'une matrice selon une matrice de l'inverse. Calculé en h, donc pour vous spoiler directement, ça va faire x-1 hx, x-1, pardon. Voilà, donc c'est un calcul assez classique de classe préparatoire. Je pense que je vais le garder pour un prochain numéro de petit exo de colle. Voilà, donc comme c'est un exercice assez classique, pas très méchant, mais ça demande un petit peu de manipulation à savoir faire. Donc ici je passe et je vous donne directement le résultat de ce que peut être cette différentielle. Et il est assez simple de constater que cette différentielle va en effet être une application inversible. Si je regarde donc D1 de x, je vais pouvoir constater que ce D1 de x est bien une fonction inversible pour n'importe quel x dans GLN. Je pense que c'est assez simple, il suffit de constater que si je suis dans le noyau, les x-1 vont pouvoir se simplifier très rapidement puisque ce sont des fonctions inversibles, enfin
matrice inversible. Donc on peut conclure très rapidement que H va devoir être nul, hein, vérifier l'injectivité, c'est pas très difficile. Donc voilà, donc ce truc-là est inversible. Et donc on peut appliquer le théorème d'inversion globale une nouvelle fois pour conclure que Havre, c'est un C infini difféo. Ok, super. Donc je peux conclure qu'en effet, là on a un C infini difféo. Et donc maintenant, on va pouvoir conclure que phi, c'est bien un C infini difféomorphisme. Pourquoi? Grâce à phi-1 qui va pouvoir s'écrire comme composé de fonctions SQ et de la fonction inverse. On face. On va écrire ça rapidement. Hop. Très bien. Phi est donc un C infini difféomorphisme. Car phi-1 s'écrit comme composition de produits et de produits de la fonction SQ-1 qui est un C infini difféomorphisme étant donné que SQ est aussi un C infini difféomorphisme et de la fonction qui inverse les matrices. Donc là, elle apparaît ici. D'accord ? Donc cette partie-là, c'est un C infini difféomorphisme, et cette partie-là aussi est un C infini difféomorphisme, je vais y arriver. Donc c'est terminé, on arrive à la conclusion que notre fonction phi est aussi un C infini difféomorphisme. Ceci conclut la preuve. Bon voilà, c'était essentiellement tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Alors bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'être allé un peu plus vite sur cette question de C infini difféomorphisme pour les matrices inversibles, mais je pense encore une fois que c'est un résultat assez classique que vous pouvez retrouver de votre côté. Mais en tout cas, j'ai mis les points les plus importants qui permettent d'expliquer pourquoi ce truc-là c'est un C infini difféomorphisme, et je pense que c'est largement suffisant. Moi, le point le plus important dans le côté C infini difféomorphisme, c'est notamment le fait de montrer que ce truc-là est un C infini difféomorphisme. Ça, je pense que c'était un des points les plus importants à bien comprendre. Et puis, le deuxième point, c'est l'écriture de la fonction réciproque qui a vraiment un gros intérêt ici, pour pouvoir expliquer par composition pourquoi cette application phi est bien un C infini difféomorphisme. Le côté homéomorphisme, j'espère vous avoir convaincu qu'en effet c'était un niveau assez atteignable, c'était un niveau classe préparatoire, mais voilà, C infini difféomorphisme, on a besoin d'un peu plus d'outillage, et j'espère que le rappel du théorème d'inversion globale, pour ceux qui le connaissaient déjà, vous a plu, même si ici j'aurais pu me permettre de vous rappeler aussi le théorème d'inversion locale, mais je pense que c'était pas encore d'une utilité... je pense ici que ce n'était pas d'une utilité importante. Ce qui m'importait le plus, c'était de regarder plutôt le théorème d'inversion globale. Ça pourra être aussi l'objet d'autres exercices. Je sais qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui m'ont proposé cet exercice, donc un exercice en lien avec le théorème d'inversion globale ou d'inversion locale à attaquer pour un exode-call ou un petit exode-call, donc on verra bien. Donc voilà, je me dis que ce truc-là, je pourrais éventuellement le proposer en exode-call, ça peut être sympa. On verra bien. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. J'espère que cette bonne parenthèse autour de la décomposition polaire vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par le contenu de la chaîne ou cette vidéo en particulier. N'hésitez pas non plus à me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. Et puis, de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve donc très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!